Rebonsoir Jean-Luc Eguezier. Bonsoir. Vous nous emmenez au village olympique. Oui, au village olympique, on commence avec une image, c'est la visite de Thomas Bach, le président du CIO, qui est allé visiter les installations. Donc on le voit ici, il veut montrer que tout marche bien maintenant. Il y a eu des petits couacs au début quand les premiers athlètes sont arrivés. Le village olympique, c'est l'ensemble en fait des immeubles qui vont abriter les sportifs, les membres de délégation, beaucoup d'officiels. On prévoit d'y servir 60 000 repas par jour. Et alors, à Rio, ils ont construit 31 immeubles de 17 étages, ce qui va faire 3604 appartements qui seront vendus à des particuliers après la compétition, comme c'est l'habitude dans toutes les villes olympiques. On va écouter Thomas Bach, qui semble désormais soulagé, et il estime quand même que les Jeux ont été un catalyseur pour la ville de Rio. Tout ça fut un long et difficile périple jusqu'à aujourd'hui pour en arriver là. Pour tous les membres du mouvement olympique, pour nos amis brésiliens et pour le CIO. Ce n'est pas une exagération de dire que les Brésiliens ont vécu des moments extraordinaires. La crise politique et économique dans le pays est sans précédent. Il va sans dire que cette situation a fait des derniers préparatifs des Jeux un vrai défi. Voilà, Thomas Bach qui s'exprimait à l'ouverture de la réunion du CIO. Alors soulagé, certes, mais il est quand même empêtré dans cette affaire de dopage russe. On ne sait toujours pas combien il y a d'athlètes. Oui, on en parlait hier et on ne connaît toujours pas le nombre exact d'athlètes qui vont être autorisés à participer et par conséquent le nombre d'exclus, parce que tous ces athlètes en fait peuvent encore faire appel au tribunal arbitral du sport, le TAS. Et donc on sait que pour le moment il y a une trentaine de refusés qui ont fait cette démarche. Pour être complet, Thomas Bach a aussi appelé à une révision totale du système antidopage. Ce sont ses mots. On sait que le CIO va formuler des propositions en octobre lors d'un sommet olympique. Et est-ce qu'il y a d'autres sujets de préoccupation pour le CIO ? Alors, il n'y a rien de cette gravité, mais par exemple, d'ici à vendredi, ils vont discuter des prochaines disciplines, les nouvelles disciplines qui pourraient être autorisées à prendre part à la prochaine Olympiade, c'est-à-dire en 2020 à Tokyo. Alors, j'ai la liste pour vous, Estelle. C'est escalade, karaté, surf, skateboard et baseball, softball. Oui, c'est skateboard, hein, pourquoi pas, on pourrait s'entraîner, donc peut-être une nouvelle épreuve olympique. Alors, il le disait, Thomas Bach, hein, c'était vraiment un grand défi qui a été relevé par Rio, par les Brésiliens. Il y a eu de gros travaux de préparation et il y avait vraiment beaucoup d'efforts à faire, notamment en termes de communication. Ben oui, parce qu'ils ont construit des sites olympiques aux quatre coins de la ville et il ne suffit pas de les construire, il faut aussi que les gens puissent y aller. Donc, il y avait des infrastructures à mettre en place et le plus gros chantier, ça a été ce métro, 16 km de lignes qui ont été inaugurés juste ce week-end. Donc c'était vraiment ric-rac, mais ça y est, ça marche. Et pour tout ça, je vous propose de suivre le reportage de Jean-Michel Leprince. C'est le correspondant de Radio-Canada qui est sur place et qui a testé tous ces moyens de communication nouveaux. La ligne 4 du métro, c'est sa première journée à 5 jours des Jeux seulement. Mais pas pour tout le monde. Seules les personnes accréditées au JO de Rio y ont accès pour l'instant. La population, elle, devra attendre la fin des Jeux. Ça fait plus de 20 ans, d'ailleurs, qu'elle attend. Et c'est le projet d'infrastructure lié aux Jeux Olympiques le plus coûteux. Plus de 4 milliards de dollars. Ce qui coûte cher, c'est le tunnel qui traverse la montagne sur près de 16 km. 15 minutes pour se rendre à la plage d'Ipanema au lieu de 45 minutes dans un trafic normal. Le terminus du métro communique avec la ligne d'autobus rapide déjà construite en grande partie pour la Coupe du Monde de football. C'est elle qui parvient au Parc olympique. Le bijou, c'est la Via Olympica qui relie le Deodoro au Parc olympique. 15 minutes seulement, interminable auparavant. L'autoroute est toute neuve, elle a été ouverte le 9 juillet. L'autre joyau, c'est le tramway du centre-ville, inauguré au mois de juin. Il a contribué à transformer toute la zone du Vieux-Port, même si les travaux ne sont pas encore finis et des stations encore en chantier. Les usagers adorent. Des sommes énormes ont été investies dans le système de transport de Rio de Janeiro, de quoi changer radicalement la physionomie de la ville. Mais est-ce que ces investissements ont été faits aux bons endroits et pour de bonnes raisons? Tout ce qu'on a fait en termes de mobilité urbaine, ça a été fait pour rendre les Jeux olympiques plus efficients. On n'a pas pris en considération les besoins de la ville, les besoins de la population.
Des choix ont été faits, qui ont favorisé non pas la zone métropolitaine dans son ensemble, mais des quartiers précis déjà privilégiés et sujets à de la spéculation. Une occasion manquée, disent certains critiques. Dans l'immédiat, en dépit des appréhensions, le réseau des transports des Jeux Olympiques fonctionne bien. Surtout pour ceux qui ont droit à la voie réservée, la voie olympique. Merci Jean-Luc, à demain pour une nouvelle chronique. À demain. Voilà, et je vous rappelle que nous revenons sur les Jeux Olympiques et surtout sur leur côté politique avec notre grand témoin Pascal Boniface dans la seconde partie de cette émission. Et sachez que notre site Terrienne se met aussi à l'heure olympique avec une série de portraits au féminin des athlètes. On commence avec Sarah Ouramoun, première boxeuse française à participer aux Jeux Olympiques.